Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour vous parler cette fois-ci de fermeture percutanée de la persistance du canal artériel. Donc on parlera de cette pathologie, des indications de la fermeture et de la réalisation de cette technique pas à pas. On illustrera avec une fermeture percutanée par coil et je vous parlerai des deux différentes techniques. Une autre vidéo sera aussi diffusée pour la deuxième technique de fermeture par un dispositif différent. Tout d'abord, le PCA est une persistance d'une connexion fœtale entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Elle réalise un shunt gauche-droit. Elle représente 5 à 10% des cardiopathies congénitales avec un sexe ratio homme-femme de 1 pour 3. Le PCA est très commun chez le prématuré. Il représenterait 45% des naissances avec un poids inférieur à 1,7 kg et 70 à 80% pour les naissances de moins de 1,2 kg. À peu près un tiers des PCA vont se fermer spontanément. La fermeture percutanée a été introduite la première fois par l'équipe de Portsman en 1967 en utilisant un plug. Certaines causes et associations, donc on citera essentiellement le tabagisme maternel, l'utilisation des prostaglandines durant la grossesse et la rubéole maternelle. Il faut savoir que le canal artériel provient du sixième arc aortique qui donne naissance à la portion proximale de l'artère pulmonaire et au canal artériel. C'est une structure anatomique nécessaire à la circulation fœtale. Pour rappel, donc, le sang vient du placenta à travers la veine ombilicale riche en oxygène. Il passe dans la veine cave inférieure, puis à travers le foramen ovale, dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche, puis sort pour vasculariser essentiellement le myocarde du fœtus et la tête, qui représente quand même une partie très importante dans le corps du fœtus. Le retour veineux donc se fera par la suite à travers la veine cave supérieure, un retour veineux systémique, la veine cave supérieure et le sinus coronaire, qui se jette dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit fœtal, dans l'artère pulmonaire. À cause de la faible circulation pulmonaire, les poumons ne sont pas encore fonctionnels. Ce sang passera essentiellement à travers ce fameux canal artériel pour revenir vers l'aorte après la naissance des artères destinées au cerveau, pour descendre par la suite dans la vascularisation des membres inférieurs et passer par la suite dans les artères placentaires, revenir vers le placenta pour être réoxygéné à nouveau. Après la naissance, suite à la baisse de la pression en oxygène, la baisse des prostaglandines liées à l'accouchement, le canal finit par se fermer dans les 15 premières heures de vie. Donc, si ce processus ne survient pas à la fin du premier mois, on parlera de persistance du canal artériel. Les conséquences physiopathologiques de cette persistance du canal artériel dépendent de la taille de ce canal. En général, les petits canaux causent rarement des symptômes, ils vont plutôt faire le lit de l'endocardite infectieuse. Par contre, dans les larges canaux, on aura un large shunt gauche-droit avec une dilatation cavitaire gauche, une hypertension pulmonaire avec une augmentation des résistances qui finit par devenir irréversible avec un syndrome d'Eisenmenger. La classification anatomique, elle est plutôt angiographique, c'est la classification de Krishenko qu'on va utiliser par la suite pour parler des deux techniques de fermeture. On citera essentiellement le type A, qui est le canal conique qui se prête plutôt à une fermeture par des occludaires, et le type E qui est plutôt la forme effilée où lorsque le diamètre n'est pas très grand, on utilisera plutôt des coils. Dans les autres formes, ça dépendra vraiment de la taille, ça dépendra de la particularité de la forme, des dispositifs peut être proposés ou pas pour la fermeture des autres formes anatomiques des canaux artériels. Volet clinique, donc il faut savoir que les petits canaux sont usuellement asymptomatiques, les larges canaux vont plutôt provoquer des difficultés de la tétée, un petit gain de poids, avec des infections respiratoires répétées, une tachycardie et une tachypnée. L'examen clinique va retrouver un souffle continu dans la partie haute du sternum, sur le volet gauche, et puis une pulsatilité artérielle. Les formes cliniques dépendent bien sûr de la largeur du canal. On ira vers les formes les plus sévères où le canal est large, qui vont provoquer plutôt un tableau néonatal d'hyperdébit pulmonaire avec hypotension systémique qui évolue progressivement vers l'artériolite pulmonaire après 2 ans, jusqu'aux formes où le canal est restrictif avec un risque d'endocardite infectieuse. Et puis vous avez les formes intermédiaires où on aura plutôt un tableau d'insuffisance cardiaque chronique chez le novice.
Le rôle de l'échocardiographie est primordial. Elle permet d'abord d'identifier la persistance du canal artériel. Elle permet de mesurer le diamètre avec une bonne corrélation avec le diamètre angiographique qu'on trouve en paire procédure. L'index de corrélation est de 0,73. Entre des mains bien entraînées, on peut même préciser l'anatomie et quantifier le shunt à travers ce canal. Les indications de fermeture ont largement évolué. Donc en 2010, vous avez le tableau qui est à gauche. Et en 2020, on arrive sur le dernier tableau où on va fermer plutôt des canaux qui retentissent sur les cavités gauches sans élévation des résistances. La technique idéale est la fermeture percutanée. En cas d'élévation des pressions, en dehors des cas où on est face à un syndrome d'Eisenmenger, la fermeture reste possible, reste proposable à nos patients. Cette fermeture est réalisée en général à partir de l'âge de 1 an, usuellement entre 3 et 15 ans, et elle reste même indiquée chez le sujet adulte lorsqu'il rentre dans une de ces indications. Pour les modalités thérapeutiques, nous citerons d'abord le traitement médical qui est réservé uniquement aux prématurés en insuffisance cardiaque. Le traitement médical n'a aucune indication dans un but prophylactique, il se fera par anti-inflammatoire non stéroïdien, l'indométhacine ou la paracétamol. Bien sûr, la fermeture percutanée par coil ou PDA chez le prématuré se propose en deuxième. Le traitement interventionnel, qui est la partie qui concerne la présentation d'aujourd'hui, donc il est indiqué en général pour les poids de plus de 5 kg, à savoir que certains centres n'ont aucune limitation de poids. Pour notre centre, c'est plutôt le poids de 5 kg, c'est par rapport à l'équipe de réanimation. Elle se fait par un abord artériel, puis on fera par la suite un abord veineux, et je vous montrerai le cas clinique qu'on a filmé pour vous. Et on introduira un désilé 4, 5 ou 6 French selon le matériel qui va être utilisé. Ensuite, on réalise une aortographie par une sonde Pigtail ou une sonde JR. En général, la JR permet d'injecter plus ou moins sélectivement le canal. La Pigtail injecte de façon non sélective la zone de l'isthme aortique. Elle se fait toujours en incidence de profil pour visualiser le canal entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Elle permet non seulement de localiser le canal, de mesurer le diamètre du canal et de le classer anatomiquement selon la classification de Krishenko qu'on a vu tout à l'heure. Usuellement, pour les petits PDA de moins de 3 mm, on utilisera plutôt la technique de fermeture par coil. Par contre, en cas de PCA supérieur à 3 mm de diamètre, c'est plutôt les occludaires qui seront indiqués pour la fermeture. Grossièrement, voici la classification de Krishenko. On s'intéressera essentiellement au type A, où on a un canal conique. Ici, en général, c'est les devices de fermeture type occludaire. Et puis, vous avez les canaux de type E qui sont plus ou moins allongés, effilés, fins. Et dans ces situations-là, on utilisera plutôt des coils. Donc, vous êtes en bas sur la 5e ligne où vous voyez le coil qui est déployé à l'intérieur du canal. Ensuite, pour la taille de l'occludaire, donc on avait dit pour les PCA de plus de 3 mm, on prend le plus petit diamètre du canal auquel on rajoutera un minimum de 2 mm. Il faut savoir que pour les occludaires, on utilisera plutôt des introducteurs de gros calibre, du 7 ou du 8 French, qui peuvent être handicapants en cas de petit poids pour les enfants. Par contre, pour la fermeture par coil, on prend toujours le diamètre du coil est égal à 2 fois le plus petit diamètre du canal, c'est-à-dire qu'on prendra le diamètre le plus petit du canal, on multiplie fois 2, ça nous donne le diamètre du coil à utiliser, et je vous montrerai le cas d'illustration donc par rapport à une fermeture par coil. Ensuite, les contre-indications à la fermeture percutanée, ce sont les très larges PCA, les anatomies complexes avec de multiples anévrismes, et bien sûr les patients qui présentent des anomalies associées au PCA qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, donc ils seront d'emblée orientés vers la chirurgie pour un geste combiné et sur le canal et sur la pathologie associée. La chirurgie, comme je l'ai dit, donc, se nourrit essentiellement des formes inaccessibles à la fermeture percutanée, bien sûr aussi des formes associées à d'autres anomalies dont l'indication est chirurgicale, donc le chirurgien ouvre une bonne fois pour toutes. On proposera soit une ligature simple, le souci ici c'est qu'il y a risque de reperméabilisation du canal, sinon une suture section qui permet d'éradiquer définitivement ce canal artériel. La surveillance, globalement, après une fermeture percutanée, les patients sont gardés 24 à 48 heures d'hospitalisation. Un contrôle au premier mois, 3e, 6e, puis au 12e mois seront faits. Pas de contrôle ultérieur si réellement le canal est complètement fermé. On proposera uniquement une prophylaxie osslérienne durant les 6 premiers mois post-procédure de fermeture en cas de geste septique ou en cas d'infection bactérienne.
Les complications sont rares, elles restent quand même possibles, d'où l'intérêt de la vigilance, du bon choix du matériel de fermeture, surtout quand on essaye de traiter des enfants. C'est un peu plus compliqué, un peu plus délicat, et donc il faut vraiment être vigilant lors de ces procédures. Donc on illustre cette petite présentation par le cas d'une patiente âgée de 7 ans qui pèse 17 kg, qui est suivie pour un souffle cardiaque connu depuis l'âge de 3 ans. L'évaluation faite à notre niveau confirme l'existence d'un PCA, persistance du canal artériel, estimé à 1 mm de diamètre, avec un ventricule gauche de taille limite supérieure qui commence un petit peu à se dilater, sans hypertension pulmonaire. La patiente est candidate à une fermeture percutanée, donc elle est adressée à notre service. Nous avons retenu l'indication et je vous montre tout de suite la procédure de réalisation. On se reverra après le cas clinique pour faire un petit résumé par rapport à l'évolution de la patiente et on se fera un plaisir de recevoir vos questions, vos remarques et de partager avec vous les choses qu'on peut connaître sur cette pathologie. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, ravi de vous recevoir dans notre table encore une fois. Donc aujourd'hui nous sommes en train de dealer avec un PCA chez une fillette de 7 ans qui pèse 17 kg. C'est un PCA soufflant, donc l'indication de fermeture est retenue. Et le PCA à l'échographie mesure 1 mm. Probablement ce sera un PCA qui sera fermé par un coil. Je commence par vous introduire l'équipe. Donc vous avez en première main, c'est Dr Boucabous qui est en train de gérer principalement la procédure. Moi, je suis aujourd'hui présent avec elle comme aide. Dr Boucabous, pour rappel, c'est à mon avis, et je suis vraiment sincère, c'est la deuxième meilleure cardiopédiatre en Algérie, après le Dr Touati, qui est son maître, c'est lui qui a appris, c'est son élève. C'est mes dires à moi et les dires de Dr Touati, donc elle deal avec tout ce qui est non invasif, c'est elle qui assure la consulte de cardiopédiatrie. Et principalement, donc, quand on a des enfants en salle traté, j'essaie au maximum de la laisser prendre donc la première position à chaque fois qu'on peut le faire, à chaque fois que les procédures sont à la hauteur de ses performances, elle évolue énormément. Nous avons aussi avec nous, donc, à l'extérieur de la salle, et qui seront responsables de l'écho, Dr Boukour, qui est elle aussi responsable de l'activité enfant. Et nous avons Dr Bachir, notre nouvelle recrue de l'hôpital Mustafa, CHU Mustafa, qui fait avec nous le KT, principalement adulte, mais de plus en plus il s'intéresse à l'enfant. Comme infirmier, nous avons M. Akni Massinissa, nous avons M. Maouch Mohamed, et nous avons donc notre équipe d'anesthésistes et de réanimateurs. Nous allons commencer par fonctionner d'abord l'artère fémorale. On a mis un désilé radial 5F, interumo, donc pour les enfants en général on fonctionne avec du radial en position fémorale. On a fait passer une sonde de JF 5F sur un guide 0,35. On se met de profil, on va injecter le canal, donc on va confirmer les dimensions mesurées à l'écho, j'avais dit 1 mm de diamètre, et ensuite on passera à la procédure, la réalisation pas à pas. Là on a fonctionné sans héparine, on va injecter tout de suite l'héparine Mohamed s'il te plaît. C'est 50 à 100 unités kilo, la fillette pèse 17 kg, donc on a opté pour 1700 unités. En général on prend un cc qu'on ramène à 5, c'est l'héparine à 5000, puis on injecte le dixième du poids en cc. Ouais, 1,5 cc s'il te plaît. Tu veux qu'on remonte le tube? En général, pour ces procédures-là, on prend du produit de contraste, mais on travaille avec l'Ultravis et l'Ultravis 300 pour les enfants et on a le 370 pour les adultes. Le 300, on le réserve en général à l'enfant. Voilà, la sonde est en place au niveau de la horte. On essaye petit à petit de mapper et de localiser le canal. Vous allez le voir sur les images. On fera une graphie, on va mesurer à l'extérieur le diamètre angiographique du canal. Donc pour rappel, on avait un diamètre échographique de 1 mm. Non, plus bas, plus bas. Plus bas. Merci. Donc là, on vient de se mettre, on regarde le canal, on vient de visualiser. Ouais, il est là. Vous allez le voir se dessiner. On voit que c'est vraiment un tout petit canal, il fait à peu près le diamètre de la sonde. On va faire une mesure, mais sincèrement, il fait 1,5 mm au grand max. 1,5 mm au grand max. Je pense qu'on prendra probablement un 0,14 parce qu'il est vraiment en cours de fermeture pour mettre la sonde dedans. Qu'est-ce que tu penses? Un 0,14, un 0,18 pour mettre la sonde dessus. Ouais.
On verra si on a un 0,18, un 0,25, mais je ne pense pas qu'on puisse accéder avec un 0,35. Un 0,35, ça a l'air d'être petit. Ok, donc on change de matériel, on a notre canal, on profite pour faire la mesure à l'extérieur et tu nous donneras une porteuse s'il te plaît 5F. Une JR 5F, un Y, comme pour une procédure d'angioplastie, un deuxième prolongateur. Voilà. On est en train de nous faire la mesure à l'extérieur, c'est bien. L'équipe suit la procédure. C'est du 5F. La porteuse est une 5F. Enfin, la diagnostic est une 5F. Deuxième prolongateur. Oui. Note, une fois que tu termines, regarde si on a du Un 0,18 ou 0,25 en hydrophile de Un préférence. 0,18. D'accord. Voilà, donc la mesure le confirme, on est sur 1,3 plus ou moins 0,3. J'avais dit que visuellement ça faisait 1,5, donc on est entre 1 et 1,6 mm. C'est les limites de la mesure échographique, il y a toujours pour les dixièmes de millimètre, il y a toujours un petit risque d'erreur. Donc ça revient à ce qu'on a dit, donc à moins de 3 mm c'est fermable par coil, donc on n'a pas à mettre une prothèse, elle ne rentrera pas, elle va être expulsée par le canal. Donc c'est les dimensions idéales pour une fermeture par coil. Après le canal me semble bon. L'idéal c'est de prendre un coil à 5 7, à 5 7. Donc moi tu nous donnes un coil 5 sur 5 s'il te plaît et sans flipper. Donc là on se met avec la sonde porteuse à hauteur du canal. On a l'image de référence, la position du canal. Normalement on gérera pour une droite. Ça me semble bon, on va injecter en tous les cas. Oui, 5 sur 5. Ouais, s'il te plaît. Ne l'ouvre pas tout de suite. Oui, bien sûr. Tu nous donnes d'abord un guide pour passer le canal. Ok. Un 0,18. Si tu prends 0,18, 0,25, hydrophile de préférence. Par exemple. لك تفضل 0,18 ديما. Par exemple. Donc, vu la petitesse du canal en sortie vers l'artère pulmonaire, nous avons peut-être commencé par un 0,14 hydrophile. On a pris un petit 2 pour filmer la pochette. Et donc, on essaiera de passer comme dans une angioplastie. Et une fois qu'on est de l'autre côté, s'il nous donne assez de support pour faire passer la porteuse, sinon, on l'utilisera comme body wire et on poussera un deuxième guide dedans. Non seulement il va nous repérer anatomiquement le canal, mais il nous donnera un peu plus de support. On va lui donner un J quand même un peu plus prononcé que le J de l'angioplastie. Un peu plus gros comme artère et comme angulation à gérer. Je pense que là ça ira. Parce que c'est un J qui va faire l'affaire. Ok, regardez, on a le porteur qui est prêt. Je pense que tu es passé. Je pense que tu l'as eu. Tu as filmé aussi? Oui, j'ai filmé le passage, oui. Ouais, elle est passée. Essaie de le mettre un peu plus loin s'il accepte de descendre dans l'artère pulmonaire un peu plus. Super, super, parfait. Et regarde là, est-ce que ta porteuse arrive à le suivre? Est-ce qu'il te donne assez de support? Compliqué, compliqué. Descends-le, descends ta porteuse plutôt. Tu peux essayer de franchir? Faisons une petite rotation.
pulmonaire. J'essaie de faire des petites rotations. Je pense que je passe à gauche. Je suis toujours dans là. Je se met en regard, on prend le deuxième lit. On essaie, sauf que après, bon, c'était prévisible, il ne donne pas assez de support pour faire pousser la porteuse. Là, si on s'amusait à ouvrir le coil, il y a très peu de chances que le coil accepte de passer dans la clé. L'idéal, c'est de franchir dans le canal. Le décalage sera à 0,35. On laisse le premier en place, ça sera un body wire. Donc non seulement il va rapprocher la bouche de la porteuse, donc l'ostium de la porteuse, de l'ostium du canal, mais aussi il nous donnera peut-être un peu de support pour que la sonde reste sur place si jamais le 0,35 rencontre des difficultés pour passer. C'est toujours un point fixe sur ton lit. Attention qu'il se balade un peu. Il est dans le VD. On arrive à l'entrée du canal. Est-ce que ça passe? On ne s'oriente pas. Il porte comment? Il porte pas du tout. Il frotte. Moyen. Il n'est pas en J, ça va pas être évident. Voilà. Parfait. L'arme est passée. Si la porteuse accepte de suivre le guide, on va forcer un peu sur le canal. À franchir là ou pas. Je teste un petit peu ce pour voir si j'ai réussi à franchir. Si on arrive au moins à mettre la première partie de la sonde, c'est bien. Ouais, on sera enclenché. Et là, si tout va bien, on peut tenter de larguer comme ça. Ça sera compliqué de franchir complètement. Ça risque de traumatiser. Moi, à mon avis, on va essayer de laisser la sonde ici. Vraiment dans le canal, la sonde ne franchit pas plus loin. Descendre un petit peu. Et on va prendre le coil, s'il te plaît, le 5 sur 5. On va tenter, s'il ne passe pas, ensuite on envisagera autre chose. On envisagera de prendre probablement une Modern Child, une sonde diagnostique 4F que je mettrai dans la 5F. J'essaierai de rentrer avec la 4F comme support de passage. Ça, c'est le coil. Le coil, vous allez voir, c'est une espèce de ressort métallique où il y a des filaments de PTFE dessus. Les filaments de PTFE sont censés tromboser et donc ça permet d'emboliser la structure qu'on veut faire emboliser. Donc ça, c'est son flipper. On le fait sortir. Il est là. Le coil est ici. Si tu peux filmer ici, il y a un pas de vis. Et donc je vais essayer de faire visser le flipper que vous voyez ici sur le coil qui est là. Donc comment on fait? On bouge de ce côté-là pour ne pas faire sortir le coil. Je mets le bord comme ça.
Voilà, là je me suis mis à l'intérieur du coil. J'arrive au bout, parce que tu arrives à voir même assis. Oui. Donc on va voir une partie qui va se visser sur l'autre. Voilà, là les deux sont en train de se visser l'un sur l'autre. Moi je vois une vis qui rentre dans l'autre. Et j'arrive au bout de mon système. Là j'ai réussi à le visser. Quand je pousse, il sort. Vous voyez les petits filaments de PTFE qui sont là. Et donc quand je le retire, il revient. Il y a une espèce de mandrin ici. Si je sors comme ça, et que je recule mon mandrin, vous allez voir petit à petit que le coil va reprendre sa forme de départ et Ouais. il va se boucler. Et donc c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Je remets le mandrin jusqu'au bout, je le remets en érection comme ça et je le remets dans sa petite chambre. Essayez de laisser 0,14 en place. S'il n'y a pas de frottement, s'il y a du frottement, on sera obligé de le retirer. Et on le retirera bien sûr une fois que le coil arrive. 0,14 c'est juste pour maintenir un petit peu la porteuse en place, il me donnera un peu de support j'espère. On a opté pour du 5F pour minimiser un petit peu le traumatisme de l'abord artériel fémoral. J'avais pas anticipé les difficultés, tu peux pousser comme ça ne frotte pas, ça a l'air de bien descendre, tu tiens juste le 0,14 s'il te plaît, parce que ça a chatouillé un peu. On a déclenché quelques ESV, il y a le 0,14 qui s'est baladé un peu dans le VD pendant quelques secondes. Donc là, petit à petit, on va pousser le coil, on arrive dans l'artère pulmonaire. Une fois arrivé dans l'artère, j'espère qu'il passera facilement. Vas-y, super, comme une chef, super. Pousse encore, très bien. Donc là, on peut virer 0,14 pour ne pas le trapper dans le coil. L'histoire n'étant pas de se rajouter des complications, c'était juste pour s'aider un petit peu à maintenir la porteuse en regard. Comme vous l'avez vu, c'est un canal hyper serré sur le versant AP. Donc là, poussez un peu ton coil s'il te plaît. Là, je retire un petit peu le mandrin pour ouvrir la première boucle. Donc tel Boucabous va tirer un peu son coil jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il a envie. Tu peux tirer encore un peu. Voilà. Là, tu retires un peu ta porteuse tout en maintenant le coil en place. Vas-y, recule ta porteuse. Ça, tu peux retirer déjà. Attends, ne te gêne pas. Tu t'es éloigné. Ok. Tire un peu le coil. Donc là, on se met vraiment au fond du canal. Non, la porteuse est revenue. Tu tires encore un peu la porteuse. Tu la mets dans la horte. Donc on va essayer de mettre une boucle dans le canal parce qu'il paraît assez long. Tire encore plus la porteuse. Je vais reculer pour libérer le reste des boucles. Tu vois que les boucles se libèrent, donc maintiens une petite traction comme ça. On va mettre juste une boucle et demie. Tire un peu ta porteuse maintenant. Non, ouais, tire encore plus. On va retirer, regarde, parce que tu tires avec ça sur place. Tu le retires. Comme ça, ils seront dissociés. On maintient un point fixe sur le coil et je recule ma porteuse comme vous pouvez le voir ici. J'ai toujours un contrôle sur mon coil, on peut le tirer un peu. Je vais essayer de le faire par ici. Je le recule. Je recule un petit peu la tige. Maintenant, je le pousse pour le laisser se boucler à nouveau. J'ai l'impression que j'ai assez de matériel dans le coil, assez de matériel dans l'artère pulmonaire. Il est en train de bouger un peu. Pour le moment, je le tiens toujours. Qu'est-ce que tu penses, Boucabous? On a à peu près une boucle et demie. C'est un coil à 5 boucles. On a à peu près une boucle et demie dans l'artère pulmonaire. Une boucle, on va dire, dans le coil et une boucle et demie dans la horte. Ne dévisse pas, d'accord? Ne dévisse pas. Donc, il y a un équilibre de part et d'autre. Ouais, il est très beau. On va remonter un peu la sonde pour voir si le positionnement est bon, tout en maintenant un point fixe. Ne pousse pas le coil, s'il te plaît. Remonte la sonde. Attends, ouvre ici. Tu ne peux pas pousser en laissant bien fermé. Pousse la sonde. Doucement. Rapproche-toi encore un peu plus. Ok. Vous voyez les deux points opaques, c'est les deux endroits où le coil est vissé avec le flipper. On ferme pour être étanche. On injecte. On demandera peut-être à l'échographiste de nous regarder un peu à l'écho. C'est toujours sécurisant. Je n'en ai pas trop besoin, histoire de les embêter un peu. Et donc,
Là, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'encombrement sur la hanche. Stop. Ça ne chaîne pas, c'est la paix gauche. C'est la PG. Ça chaîne déjà plus, le coil on le voit. On le voit de part et d'autre. Pas d'aléasing sur la paix gauche. Fais un tir quand même sur la paix gauche. Fais un tir. On est à moins d'1,5 m, donc il n'y a pas d'encombrement sur la paix gauche, il n'y a pas de gêne. Et elle va nous faire une suce sternale pour voir aussi s'il n'y a pas d'encombrement sur la horte. Voilà. Ah, et la main. Ouais. N'oublions pas qu'il y a toujours la sonde porteuse, mais on voit en haut, ouais. Tire encore, on continue s'il te plaît sur la horte. Il y a la sonde porteuse qui est encore sur place. On est à moins de 2 mètres avec une sonde porteuse qui est encore sur place. Donc il n'y a pas d'encombrement aussi sur la horte. Et donc une fois qu'on enlève la sonde porteuse, les vitesses vont diminuer encore. On pousse le coil, on voit qu'il tient bien. Et là on va larguer tout doucement. Donc comme vous l'avez vu en échographie, on a vu qu'on était bon. Ne tire pas s'il te plaît, tout doucement. Regarde est-ce que le coil ne tourne pas au même moment que toi tu tournes. Il ne faut pas qu'il sorte. Donc là, elle est en train de tourner en anti-horaire, elle est en train de larguer petit à petit son coil. Il arrive parfois que le coil soit trop libre dans le canal, donc au moment où elle tourne, il va tourner avec elle et il peut se dévisser et aller soit plus dans la paix, soit plus dans la horte. Logiquement, il ira plus dans la paix que dans la horte. Là, on voit qu'il ne tourne pas en même temps qu'elle tourne. Les spires AP sont les mêmes. Je pense qu'elle l'a libéré. Retire un peu ton... Ouais, super, parfait. Donc elle a libéré le coil. Vous voyez qu'il y a une spire et demie à peu près sur le versant AP. Il y a une spire à peu près qui est dans le canal. Il doit y avoir 2 spires à peu près dans la horte ou un peu plus qu'une spire et demie. Donc c'est un coil à 5 spires, 5 anneaux, 5 cercles. Donc là apparemment on est bon. Donc on va retirer le flipper. Et on va essayer de se rapprocher tout doucement avec la porteuse sans toucher le coil. On fait une injection. Bien sûr sans le toucher pour ne pas le mobiliser. Et on revient de face, on fait une incidence de face. Plus tard, la fillette aura des téléthorax, des radiographies du thorax. Et donc on découvrira l'image. Ça permettra de savoir que le coil existait déjà. Moi, je termine toujours avec une radio de face. Enfin, une image de face. Ça permet de se comparer plus tard avec une radiographie de face. Je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas, mais bon. On voit qu'il est niché bien dans l'ampoule. Il n'y a plus de passage vers l'artère pulmonaire. Donc en théorie, la procédure est terminée. Il est bien stable, il ne bouge pas. C'est ça. On va se remettre de face. C'est une belle image qu'on voit de face en général. C'est l'image qu'on a l'habitude de voir. Donc le coil est ratatiné au niveau du canal. Donc on voit une spire et demie sur le versant AP, une spire à l'intérieur du canal. Et on voit les 2 spires de la horte. Parfait. On se retire. Donc on réalisera une compression manuelle, ça donnera à l'équipe d'anesthésie le temps de sevrer le cerveau. J'avais oublié de dire qu'elle n'était pas intubée, elle était juste gérée au masque. Et donc ça donnera à notre équipe d'anesthésie, c'est bon qu'on a terminé, le temps qu'on fasse nous la compression manuelle, eux ils prendront le temps de la sevrer petit à petit, de la réveiller progressivement. Elle passera 2 heures en salle de réveil, si tout va bien, donc elle sera remise dans les bras de sa maman dans les minutes qui suivent. Et elle remontera dans le service dans 2 à 3 heures. La sortie sera programmée, si tout va bien, entre demain et après-demain, donc 24 à 48 heures. Donc, tu maintiens les antibiothérapie? Oui. Pardon? Tu m'as dit? 24 heures. Voilà. Antibiothérapie de 24 heures, antibioprophylaxie plutôt de 24 heures. Et donc antibioprophylaxie devant tout geste présumé septique et un matériel qui a été implanté durant les 6 premiers mois, c'est nos habitudes. On ne donne pas d'anti-agrégation particulière. Il faut laisser au contraire le coil se thromboser pour fermer le canal. Et donc globalement, le problème de cette fillette est réglé, je l'espère, et elle pourra avoir une croissance et une enfance normale. Donc comme vous l'avez vu, le geste est très léger, il est invasif. Quasiment, on a pris 30 minutes à peu près peau à peau.
On va couper clairement quelques minutes de superflu sur la vidéo, mais on a pris à peu près 30 minutes. Et donc la compression se fait manuellement. Merci à toute l'équipe, merci à nos anesthésistes, avec Moussaka, merci aux cardio, aux infirmiers et à l'équipe de chirurgie qui est en stand-by. Merci à tous. Donc voilà, on est maintenant à 24 heures après la procédure. L'évolution était très favorable, il n'y avait pas d'hématome au site de ponction. La petite fille a commencé à déambuler donc le lendemain, on n'a pas eu de soucis, on a même décidé de la faire sortir 24 heures après. Un contrôle échographique fait à un mois retrouve un coil qui est en place, il n'y avait pas de shunt résiduel, le PCA était complètement fermé. Et donc nous préconisons très probablement de revoir cette patiente pendant quelques mois. Au bout de 12 mois, s'il n'y a plus de problème, la cardiopathie de cette fillette est réglée définitivement. Ça lui permettra d'avoir une évolution, une croissance normale et on espère une vie normale et prospère pour elle. Je vous remercie. J'espère que ce cas a été quand même intéressant pour vous. On a essayé d'être le plus didactique possible, d'être le plus, on va dire, le plus schématique possible par rapport à la technique de fermeture. J'attends avec impatience vos remarques, vos questions, et on se fera un plaisir de décortiquer tout ça ensemble. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous promets, on a déjà un cas très intéressant de fermeture par occludaire. Vous verrez qu'il y a quelques petites astuces par rapport à ce cas-là. Et il faudra juste que je trouve le temps pour faire la partie diapo, partie théorique, afin de vous poster la vidéo intégrale. Je vous remercie pour votre patience, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt, j'espère.